afternoon, wherever you are. Bonjour, bon après-midi, ça dépend de là où vous vous trouvez. I hope we can start. Alors, Welcome j'espère qu'on peut everyone. démarrer This is maintenant. Je fourth vous souhaite à session tous la of the bienvenue à Africa cette quatrième Climate and Health session Responder course. de ce cours I'm very sur happy le to changement climatique et be les part of réponses the team sanitaires. supporting the Je development fais of this partie climate and health de responder l'équipe course. qui a I'm very élaboré ce happy to cours moderate et je today's suis session. très contente de I'm vous Dr. servir de Sokmatiam. modératrice aujourd'hui. I'm Le an avid docteur, wildlife je epidemiologist m'appelle and currently docteur an associate research Sokmatiam. scientist at the Je African travaille aussi Population comme and Health Research scientifique Center, dans le based Centre at de the recherche Africa sur les Regional populations Office africaines. in Dakar, Nous sommes Sénégal. basés à Dakar, au I lead the Sénégal. Climate, Environment and Health Research J'ai Unit at aussi West Africa Regional été à la Office. tête de l'unité des For recherches people who sur may les not changements maybe know climatiques. Pour EPCRC, ceux qui EPCRC peut-être is ne the connaissent pas ce first research centre, policy EPCRC institution est une institution de generating politique evidence, qui strengthening research collecte and des related preuves, qui capacity renforce la in the recherche et African les research and capacités development connexes ecosystem, dans and l'écosystème engaging de policy développement to de inform l'Afrique action et on qui health and apporte des development. politiques The axées center is sur la santé et le développement. Africa-based and Donc, African-led, c'est un centre with qui est its basé en Afrique, headquarters conduit in par les Nairobi, Africains. Kenya, and Nous West avons aussi Africa un Regional siège Office, à Nairobi, au Waro Kenya, in Dakar, pour Senegal. couvrir la EPCRC seeks région to drive Afrique de l'Est. change by Nous developing cherchons à strong apporter des African research changements en leadership and développant un promoting leadership de evidence-informed recherche decision africain making et à across renforcer sub-Saharan les Africa. décisions basées I wanted sur les just to preuves sur le introduce continent myself africain. quickly, Alors, and I'm j'aimerais very euh, honored to be part of the vous faire team savoir que je suis supporting the très development heureuse de of faire this partie de course, cette and thanks équipe again to the qui a Climate développé Health ce team cours et encore for the merci opportunity. à toute l'équipe Once qui again, s'est rassemblée pour le welcome faire. everyone, Encore une fois, and thanks for registering bonjour et to bienvenue à this tout le monde. exciting course. Merci d'avoir Just accepté de please be participer reminded that à ce we have cours. J'aimerais vous simultaneous rappeler que interpretation nous avons in l'interprétation French, disponible in English and en Portuguese. français et And en for those portugais. who Donc, vous would pouvez like to use the suivre les échanges interpretation, en please anglais, click en on the français et en interpretation portugais. Si icon, donc vous avez besoin de suivre la highlight it langue in yellow, and select your qui vous preferred convient, vous or most choisissez celle que vous appropriate voulez. language. Uh, Okay, for the course we have. Alors, pour le cours, Let me do this. donnez-moi un petit instant. For the course we have Alors, five, nous 11 avons sessions that is running from. plusieurs sessions We qui, have comme vous le 11 savez, sessions that is running 11 sessions au every total Tuesday and Thursday que from nous avons 17 réparties sur October plusieurs semaines September to à 22nd partir du October. 17 septembre jusqu'au 22 And octobre et today we nous nous have réunissons our fourth tous session les on mardis et tous les heat-related illness and jeudis. Aujourd'hui, mortality. nous sommes dans And la the next quatrième session will be on session. October 1st La on prochaine weather, session aura heat and lieu quality. le 1er octobre. We have also some logistic Nous avons aspects aussi we would like to quelques share aspects with you. logistiques que nous Today we aimerions vous have partager. 90 minutes Aujourd'hui, nous session aurons as the 90 previous one. minutes, comme And the cela a course été will prévu, end with a et le Q&A cours section. prendra fin If you have questions for the après la presenter, session please des use this questions et réponses. Donc, the Q&A soyez prêts avec vos feature questions à for your poser question. aux The session has présentateurs. Vous been pouvez déjà prendre note de ces all questions ou material les for envoyer this dans le chat. session will Et be made toute la available on the documentation course utilisée website. durant cette session sera rendue Today we disponible have sur le site web. 5 course learning Aujourd'hui, objectives, and nous the avons first one 5 is to objectifs identify d'apprentissage. Le current and premier, c'est positive change identifier to temperature les and risk of extreme changements heat event positifs in et Africa. aussi tout ce qui The concerne second one les is risques to de define température élevée en Afrique. insensitive Deuxième health fois, condition c'est de and cite définir example of les way in conditions, which les heat affections impacts liées the aux augmentations pathophysiology de, of de cardiovascular, température et aussi renal, voir les maladies respiratory, cardiovasculaires, les neurologic, maladies and maternal neurologiques, disease. ainsi que les The maladies third one is to maternelles. identify Troisième fetal objectif, c'est diagnosis, identifier les medication, and diagnostics other health médicaux, determinants that les makes patients more médicaments vulnerable to qui rendent climate-related les patients threats plus and steps that vulnérables health professionals can et take and tell aussi individuals quelles sont les with mesures this. que les professionnels de la The santé fourth peuvent one is prendre. to Quatrièmement, explain how extreme il heat s'agit may d'expliquer exacerbate comment mental health les problems chaleurs in extrêmes peuvent Africa. And augmenter le last one fardeau is to des maladies explore the mentales en role of Afrique. Et puis, early warning dernièrement, explorer system le and rôle des other systèmes measures d'alerte that can précoce help prevent de adverse health manière à outcomes. prévenir les résultats de Today la we will santé be having négatifs. 3 speakers.
Aujourd'hui, donc, nous aurons trois orateurs The ou trois first présentateurs. speaker Le premier is présentateur, en fait, ce Dr. sont des dames. La Adelaide première Lusambili, présentatrice, c'est who is a Madame research Adélaïde scientist with Lusambili, extensive qui experience est across une Africa and the scientifique UK. avec une riche expérience en Dr. Afrique et Lusambili is au Royaume-Uni. focusing in her research Madame on critical Lusambili issues se concentre such as sur maternal and les neonatal health, questions qui tournent autour de la climate santé change, maternelle et néonatale, le aging, changement climatique, le environmental sanitation vieillissement, and water. euh, She's les questions currently a sanitaires et principal investigator environnementales. of her Elle est project in l'enquêtrice Kenya, principale dans son projet au funded Kenya, by the UK Medical financé Research par Foundation. la She's Fondation also médicale de led recherche investigation on du the impact of Royaume-Uni. heat Elle a exposure aussi on conduit maternal and des neonatal health enquêtes and the sur les effets de implementation of l'exposition des behavioral change mères et de leurs intervention to mitigate nourrissons heat-related aux risks températures at the anormalement élevées. Kenyan field site for the Sharpner Consortium Et through the elle Hagarian travaille aussi au niveau du University. consortium Sharpnel Dr. dans une Lusambili will université give basée us au a Kenya. Le 40-minute full docteur lecture Lusambili on nous today's topic. donnera un exposé de Her 40 minutes presentation sur will le be premier sujet. Sa followed by présentation sera a suivie case study presentation by par Dr. un Khadijatou cas d'étude Kajo, présenté who is par le supposed to docteur present with Dr. Kadidiatou Adam Kadjo, Asana, who will qui miss va today. So Dr. co-présenter Kajo cela. will give us a 20-minute case study. Donc, docteur Kadjo va parler Dr. pendant 20 Kajo is minutes a et puis social euh, scientist sa à collègue l'Institut de parlera après recherche elle. en sciences de la santé du Centre national de la recherche scientifique et technologique in Ouagadougou. Dr. Kajo research interests include social policy, health policy and system, equity, Donc, elle se concentre sur empowerment and climate les change. systèmes de santé, les She has politiques en matière de experience in santé. Elle a de participatory research l'expérience approach dans les and has recherches, carried l'approche out des recherches extensive field work participatives for research on et un maternal très and child grand health, travail and also has sur la santé participated in maternelle et de several l'enfant. multi-country Elle a studies as participé à principal plusieurs études investigator or multi-pays ainsi que co-investigator des and enquêtes collaborated with various en research teams collaboration avec outside Africa. divers instituts de recherche en Afrique et I au-delà. think after this presentation Après cette of présentation this brilliant researcher, faite we par would ces like just to chercheuses remind extraordinaires, you our je voudrais aussi vous evaluation rappeler for this qu'il y course aura une as évaluation we pour ce cours continue à to la fin, improve our training and parce que learning nous voulons program. continuer à Your feedback améliorer is nos really programmes invaluable to d'apprentissage. us. Vos The survey rétroactions, vos link will commentaires be sont très shared at the importants. end of the Un session lien de in the sondage vous chat, sera donné à la fin de cette and session we dans les highly chats encourage you et to nous share vous your demandons, true and nous vous suggestion. prions Your de input will help us partager to tailor vos next commentaires, session vos to suggestions. better Ça nous meet your permettra needs and d'améliorer les expectations. sessions à With venir this, afin de I will hand mieux over to our satisfaire first à vos speaker, besoins. Alors, Dr. j'aimerais donner la parole à notre Lusambili. première oratrice, Over to you. docteur The floor is Lusambili. yours. La parole est à vous, madame. Let me stop my screen sharing. Vous pouvez partager votre écran maintenant, madame. Share my screen. Permettez-moi de partager mon écran. Wait. Un petit instant, s'il vous plaît. Okay. Good morning, good afternoon, good evening, Bonjour, everyone. bon après-midi, From peut-être wherever you bonsoir. are in, Ça dépend de welcome l'endroit où vous to vous this trouvez. very exciting Bienvenue session. à cette We'll be session talking about importante. heat-related Nous allons illness parler and des maladies et de la mortality. mortalité liées à la chaleur. Start. Okay, so Alors, in today's presentation, I will dans la présentation explore d'aujourd'hui, je vais current explorer temperature les changes in Africa changements and examine de what température are the actuelle et effects of projetée heat et les on risques de chaleur health. extrême en I Afrique. will also define Je vais aussi définir sensitive health et conditions examiner and les sensitive health conditions affections and discuss de strategies to santé reduce heat-related liées risks, à la including the sensibilité à role la of chaleur. early warning Je vais systems. aussi identifier I les will patients also, I vulnérables et also discuter plan to highlight des how extreme stratégies heat, including the role of pour réduire les how risques de heat santé worsens liés in à la Africa chaleur. and Je vais aussi how climate parler heat de la warnings façon dont can les chaleurs impact extrêmes peuvent heat-related affecter health ou
empirer les questions de maladies mentales. Et aussi, nous allons faire une évaluation du rôle que les systèmes de santé, les systèmes d'alerte précoce peuvent jouer. Alors, lorsqu'on regarde les températures actuelles et celles qui sont projetées, nous voyons qu'il y a des températures projetées comme devant augmenter de 3 degrés centigrades à la fin du siècle, avec une augmentation quintuple ou de 10 fois plus dans des journées de forte chaleur et plus, et cela se fera ressentir davantage d'ici l'an 2100. Les régions telles que le Sahel et l'Afrique du Nord sont en train de se réchauffer beaucoup plus que la moyenne mondiale. Alors, ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a des variations régionales importantes, surtout avec l'Afrique australe, par exemple, la région aussi de l'Afrique centrale qui a expérimenté des variations de température moins catastrophiques. Alors, comme vous pouvez le voir, l'augmentation des températures sont une préoccupation dans le monde. Même au niveau du secrétariat général des Nations Unies, l'on a souligné cette préoccupation. Et in the UK, for instance, in 2023, en Grande-Bretagne, par exemple, en 2023, l'Agence de sécurité sur la santé a dit qu'il y avait des augmentations de température qui sont passées au-delà de ce que l'on avait escompté. En Europe, par exemple, il y a plus de 61 000 personnes qui ont perdu la vie durant les bouffées de chaleur qui ont eu lieu en 2022. Pour ce qui est de l'Afrique, quelles sont les données pour l'Afrique? Entre 2011 et 2020, jusqu'à 19 000 enfants sont morts de causes liées à la chaleur. Et une moitié de ces décès sont directement liés au changement climatique. Et pour ce qui est de l'Afrique du Sud, l'impact de la chaleur en Afrique du Sud, par exemple, c'est que les augmentations de température étaient liées à 3,4% de tous les décès entre 1997 et 2013, ce qui est vraiment alarmant. So what is the future Alors, like, as you can see? quel nous présente l'avenir? Comme vous pouvez voir le diagramme qui est sur l'écran, les températures ont augmenté et continuent d'augmenter. Bien sûr, cela est dû au changement des activités humaines. La température moyenne de l'Afrique va augmenter d'1,5 degré centigrade à 3 degrés centigrades. Donc, pour l'instant, on a 1,5, mais cela passera à 3 degrés. L'Afrique du Nord connaîtra une augmentation d'1,5 degré Celsius à la fin du siècle si nous continuons à produire des émissions au taux actuel. Il y a aussi des vagues de chaleur qui dureront davantage dans le temps et qui seront plus intenses, avec des températures supérieures à 40 degrés dans l'avenir. Donc, pour l'Afrique, prenons même l'exemple de l'Afrique de l'Est. Vous regardez les augmentations de température en Afrique de l'Ouest. Les réalités du réchauffement climatique dans le monde se font ressentir en Afrique de l'Est. Quand vous regardez la saison 2020 à 2023, l'Afrique de l'Est a eu 5 saisons sèches qui ont plongé 23 millions d'individus dans l'insécurité alimentaire et forcé 2,7 millions d'individus à se déplacer. Ça, c'est un rapport du Programme alimentaire mondial de 2023. Et aussi, après avoir subi le traumatisme lié au déplacement forcé, il y a eu aussi l'impact de la famine. Par exemple, 250 000 Somaliens sont morts dans la sécheresse, durant la sécheresse de 2010. Et nous soulignons les risques des décès liés à la chaleur ainsi que des problèmes de santé liés à la chaleur et avec un impact négatif sur la productivité de la population locale. Alors, quand on regarde les risques, l'on constate divers risques. J'ai essayé de souligner certains des plus frappants. Les extrêmes températures aboutissent bien sûr à des décès et à des blessures.
Vous avez des décès attribuables à la chaleur chez les adultes, ainsi que they can also have a negative impact on power outages, and they can impact on nuclear power generation. Other risks may include habitat species decline and reduced water quality in many places in Africa. This is due to lower river flows. Et donc, ce niveau faible d'eau des rivières aussi augmente le niveau de température. Bien sûr aussi, lorsqu'on regarde les facteurs de vulnérabilité par rapport à la chaleur, j'ai essayé de vous mettre sur l'écran les facteurs clés, les facteurs les plus importants qui augmentent les risques à la santé. Il y a des facteurs physiologiques et des facteurs d'exposition. Alors, les facteurs physiologiques, vous avez les personnes qui ont déjà un problème de santé et les personnes qui sont fragilisées, telles que les femmes enceintes, les nourrissons, les gens aussi qui travaillent, par exemple, dans les fermes exposées au soleil, les individus aussi qui sont sans abri, mais aussi d'autres personnes qui travaillent au dehors. Et donc là, vous pouvez regarder le facteur d'exposition. Certains sont en intersection. Vous avez à la fois des facteurs physiologiques et des facteurs d'exposition. Il y a des gens qui sont exposés aux éléments de la nature à cause de leur travail, surtout ceux qui font des travaux manuels. Alors, je passe à une autre condition. Triggered or worsened by exposure to extreme heat. So we know rising temperatures in heat waves may increase the risk of conditions such as heat stroke, dehydration, and other complications. And also we have evidence that nous avons aussi des preuves que les climats plus élevés dérangent aussi les habitats de certaines créatures. Vous avez par exemple avec de fortes températures l'habitat qui est modifié et qui devient plus favorable par exemple pour les moustiques. Quand vous regardez aussi les impacts ou les résultats sur la santé, vous avez des cas d'insolation, vous avez des cas de blessures dues à la chaleur, vous avez aussi la mortalité liées indirectement à la chaleur. Il y a des décès qui viennent d'autres causes, mais qui peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à la chaleur. Lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui sont admises à l'hôpital, vous avez aussi des conséquences sur les fonctions cognitives. Il y a des cas aussi tels que les problèmes cardiaques qui peuvent être empirés à cause de la chaleur. Alors, le CKDU en Amérique centrale, pardon, on a une augmentation importante des maladies des reins d'origine inconnue. Et cela, bien sûr, n'était pas nécessairement lié à des facteurs connus tels que l'hypertension et le diabète. Et cela affectait particulièrement les adultes, les hommes adultes qui travaillent dans les champs, dans le secteur de l'agriculture, particulièrement ceux qui sont coupeurs de canne à sucre. Et donc, dans ce groupe-là, l'on a constaté une forte vulnérabilité. Alors, dans les statistiques qui sont présentées ici, j'essaie de vous montrer certains éléments pour que vous ayez une idée de l'impact de la chaleur sur les enfants à différents stages de leur vie. Durant la conception, les fortes températures au temps de la conception augmentent les risques de troubles d'hypertension et de préclampsie, qui augmentent aussi bien sûr le risque de naissance prématurée. Par rapport au fœtus, les fortes températures sont associées avec un poids inférieur à la naissance, ainsi que le risque augmenté de fausses couches ou de naissance prématurée. Le stress sur la mère venant de fortes températures augmente aussi le risque d'anomalies congénitales.
Et la liste continue. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, cela vient d'une étude qui avait été effectuée par l'un de mes collègues, Dr. Sheripaf, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dans une étude qui avait été faite au Burkina Faso pour comprendre l'impact de la chaleur sur les mères qui allaitent. Elle a découvert que la durée d'allaitement diminue de 2,3 minutes par jour pour chaque augmentation d'1 degré de la température. Et ceci équivaut à une réduction de 23 minutes de l'allaitement quotidien durant les jours les plus chauds comparé aux jours les moins chauds, et cela tout au long de l'année. Donc, nous voyons que la chaleur a un impact sur l'allaitement. Le temps que l'on passe pour allaiter diminue à cause de la chaleur et cela aussi a un impact sur le comportement lié à la bonne habitude de l'allaitement. Alors, la chaleur aussi a un impact sur la santé mentale de la population. La chaleur peut causer des problèmes de santé mentale à tous les âges. Par exemple, les chaleurs peuvent apporter des troubles du sommeil, augmenter l'irritabilité, impacter aussi négativement le développement des nouveau-nés et des enfants. Pour ceux qui vivent avec des problèmes de démence, cela peut être malheureusement empiré. On voit aussi une augmentation de l'anxiété et aussi des cas d'isolation accrue chez les adultes plus âgés. La chaleur aussi empire la dépression postnatale ainsi que l'épuisement émotionnel chez les nouvelles mères. On voit aussi une augmentation du stress, de l'anxiété et de certains disconforts physiques dans les femmes enceintes. Il y a aussi des facteurs qui amplifient tout cela. Les chaleurs ont un impact sur les sources d'eau, sur l'agriculture, sur les revenus et sur la productivité des populations dans les régions où se retrouvent ces augmentations de chaleur. Alors, j'aimerais ici vous partager une vidéo pour vous montrer un peu le lien entre les changements climatiques, la chaleur et la santé maternelle et néonatale en Afrique. C'est pour que vous puissiez avoir une idée claire de ces liens ici en Afrique. Et cette vidéo a été faite au Kenya. Et on a fait donc une enquête sur les femmes pour pouvoir déterminer quel était l'impact sur leur santé. Veuillez suivre, s'il vous plaît. Nakuwa shida nakaa sasa, unaanza kumweka awe comfort, hata kuwa na ile yeye yuko na stress, wewe pia uko na stress, usingizi uko nao halali. In Kenya, Kilifi County is a largely rural coastal area that experiences temperatures of 100 degrees and no less than 70 degrees Fahrenheit in the summer. Climate Heat and Maternal Neonatal Health Africa conducted research to understand the effect of heat exposure on women during pregnancy, postpartum, and on their neonates. Maternal exposure to heat leads to exhaustion. Ni kama kilomita 4 mpaka kwa mto. Asubuhi nimeenda safari 3. Ni kazi nyingi za nyumba zimenishinda kufanya. Watoto sijapikia na kuna ng'ombe pia nafaa niende nizipeleke nizichunge. Mothers, they do not prefer to come for postnatal care because of the long distance and hot weather, and most of the babies do not get their first shot. C-sections have really increased and low birth weight babies. Women and neonates experience discomfort and exclusive breastfeeding is not possible. Kunyonyesha mfululizo ina shida kwa sababu chakula chenyewe pengine hakuna, nungoje ama kule kauji, na akianza kuhangaika itabidi usimnyonyeshe mfululizo, ile chakula utakula kama kauji nampatia pia. Babies are born with blisters on their skin and in their mouth, making it difficult to breastfeed and care for them. Matiti alikuwa ana sweat na matiti yangu alikuwa amefura. Mtoto naye alikuwa analia, anataka kunyonya na siwezi. Lack of greening around their homes and health facilities amplifies women's experience
of heat exposure. Paka mchana hivi ndo ile upepo anaupata ukiwa nje ndo analala kama hivi. Unamwona amelala sababu usiku huwa si rahisi kulala. Mtoto mwenyewe hachezi vizuri kwa tumbo. Nataka kulala unapata mtoto amelala saidi moja. Kitu yenye inachangia sana huku mazingira ya huku kwa sababu nyumba zina madirisha. Hiyo ndo napika hapo ndani, hiyo ndo nalala. Ukitoka nje pia hata hakuna kwa kukimbilia kwa sababu hakuna miti ya kivuli chini. Pregnant and postpartum women do not drink enough water because the water is contaminated. Nakaa unahisi kiu sana. Maji yetu hata kukunywa pia nahofia sababu afya ya mtoto wangu mwenye ako kwa tumbo sababu ni chafu sana. Many women continue to perform household chores during pregnancy and immediately after birth. Bibi yangu alipojifungua, damu ilichukua muda mwingi kukauka kwa sababu ya kazi nyingi ambazo anafanya na pia kwa jua ambalo linawaka huku ni kali. After our research findings, we came back to this community to co-design with community members at different levels so that they can come up with priority interventions. We focus on behavior change interventions to reduce heavy workload. We engage male spouses, mother-in-laws, community health volunteers, religious and local chiefs. We sensitize the community on the health effects of heat and community health volunteers to include danger messages in their daily work. Mothers-in-law and male partners pledge to support women and a public pledge from the chiefs to mobilize communities to support mothers. Itakuwa ni vibaya na sheria itakuwa na kuangalia vibaya sana ikiwa wewe huwezi kusaidia huyo mama ambaye yuko pale na ananyonyesha. Kwa hivyo uhakikishe kwamba unatekeleza ile majukumu yako nyumbani, usaidie na yeye naye ajisikie kama wewe ni haki yake. Kupitia hao mafunzo yenye nimepata kwa chuo kikuu cha Aga Khan, nimebadilika sasa na nimejua kuwa mama anastahili sana kusaidiwa. Mothers are encouraged to do task shifting and perform heavy duties when it is not hot. Sikuwa najua kuwa kutembea na mtoto wakati wa joto jingi kunaweza leta athari, lakini tangu nipate haya mafunzo nafanya kazi zangu kwa wakati kama ni asubuhi, alafu nikishamaliza narudi kupumzika sasa. Kulialia kwa sababu ile joto siku na kwa shida unakaa sasa unaanza Okay, so the video you've just watched is Alors la vidéo que vous venez de suivre, c'est une vidéo qui avait été montée par un consortium qui s'occupait de l'impact de la chaleur sur la santé maternelle et néonatale. Donc, nous avons fait des recherches et puis nous avons effectué une intervention qui se concentrait sur le changement de comportement. Ça, c'est quelques-unes des leçons que nous avons apprises. Nous avons appris. D'abord, nous avons identifié certains défis, entre autres qu'il y avait un faible taux de connaissance des risques liés à la chaleur. Beaucoup considéraient que la chaleur est juste normale, c'est un phénomène normal. Mais aussi, il y avait des leçons apprises qu'il était important de normaliser les messages de sensibilisation dans toutes les stratégies actuelles autour de la santé et qu'il faut aussi des interventions qui soient basées sur les preuves, se concentrer aussi sur la mère afin qu'elle ait suffisamment de nourriture, qu'elle ne soit pas déshydratée et qu'elle puisse se reposer correctement. Alors, qu'est-ce que les professionnels de la santé peuvent prendre comme mesure? Il faut d'abord faire la sensibilisation et éduquer les groupes vulnérables aux dangers de l'exposition à la chaleur, mettre en place et utiliser les systèmes d'alerte précoce pour alerter les communautés et les patients sur les vagues de chaleur qui viennent, promouvoir aussi la prise d'eau régulière et aussi des mesures pour se garder au frais, particulièrement auprès des populations à risque. Il faut aussi avoir des mesures pour suivre les patients à haut risque régulièrement durant les périodes de vagues de chaleur. Il faut aussi adapter des environnements cliniques en incluant des systèmes de refroidissement verts
Il faut aussi former le personnel à reconnaître et répondre tôt, répondre rapidement aux maladies liées à la chaleur. Donc, ils devraient être en mesure de reconnaître les symptômes par lesquels ils savent que telle ou telle personne est affectée par les vagues de chaleur et qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la personne. Donc, il faut former le personnel pour qu'elle puisse reconnaître, pour que le personnel reconnaisse rapidement et intervienne rapidement. Un autre point, j'aimerais regarder les systèmes météorologiques d'alerte précoce sur la chaleur. J'aimerais vous montrer une petite vidéo et puis je reviens à vous. Chamnaha researchers observed that an early weather warning system that can alert pregnant and postpartum mothers about upcoming drought and extreme temperatures could help them and their communities plan to protect themselves from the sweltering heat. The available weather warning information on the radio and television is sometimes inaccurate, and many residents do not seek weather information in part because the information is provided in English. Many rural residents in Kilifi depend on indigenous information weather communication strategies passed on from different generations, such as rainmakers and observing clouds. Mabata pia utaona yanapiga hivi, basi ule umeme ukianza tunajua mvua iko tayari. Hizi ng'ombe unaziona zinaweza kuondoka mbio, unaona inasimamisha ule mkia wake. Basi sio peke yake, nyingi zenyewe kabisa zote inaenda huku inaenda huku, unajua mambo yako tayari. But as we face this particular session of climate change, we want to revert back to our systems which were very perfect, were quite predictable, and they were very simple. In addition, policymakers and community members emphasized the need to improve the delivery of early weather warning message in local languages, as well as capacity building the community health volunteers, chiefs, and other community leaders to assist in delivering timely messages in schools, churches, mosques, and communities. Okay, so we talk a bit on heat early weather. Nous allons parler un peu des systèmes météorologiques d'alerte précoce par rapport à la chaleur. Quels sont les rôles de ces systèmes d'alerte précoce? Alors, les systèmes ont le rôle d'apporter des avertissements, des informations à l'avance sur les événements climatiques extrêmes, de manière à prendre des actions préventives et réduire donc les risques à la santé. Pourquoi c'est important, ces systèmes? Pourquoi sont-ils importants? Lorsque les communautés reçoivent des avertissements à l'avance sur certains événements tels que les vagues de chaleur, cela permet de réduire les cas de maladies liées à la chaleur et aussi les décès liés à la chaleur, particulièrement auprès des groupes à risque tels que les femmes enceintes, les femmes, les vieillards, tout en préservant aussi les moyens de subsistance. Alors, quels sont les défis actuels en Afrique? On a un accès limité au système météorologique d'alerte précoce. L'on se repose encore trop sur la connaissance, entre guillemets, indigène. Il y a aussi des inégalités entre les hommes et les femmes par rapport à l'accès à l'information. Il y a aussi le manque d'informations localisées, c'est-à-dire des informations sur les différentes localités où se trouvent les différentes populations. Et bien sûr aussi, il y a le problème de la langue. Peut-être que les informations qui sont disponibles sont dans des langues européennes, mais pas nécessairement dans les langues locales. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut renforcer les systèmes nationaux. Il faut améliorer l'accès grâce à divers canaux. Et puis aussi, il faut intégrer la connaissance indigène. Il faut aussi façonner des alertes inclusives qui connaissent la participation des communautés, surtout pour les groupes vulnérables, tels que ceux qui vivent dans les zones rurales. Donc, c'est très important d'avoir des infrastructures, d'ajouter des infrastructures. Mais ce qui doit être fait sur le terrain, c'est vraiment renforcer les systèmes nationaux qui existent déjà et ne pas rester toujours dans les mêmes canaux de communication.
Donc, les systèmes existants sont généralement limités peut-être à 1 ou 2 canaux, peut-être la télévision et la radio, mais il faut diversifier les canaux pour pouvoir transmettre ces messages pour que les groupes vulnérables soient atteints. Et dès qu'on a déjà identifié les lieux et les populations les plus exposées à l'impact de la chaleur, il faut les cibler d'une manière appropriée. Et il faut aussi voir comment mieux protéger les travailleurs qui sont exposés à la chaleur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Dr. Lusambile, pour votre présentation vraiment pertinente qui nous montre ces différents aspects ou impacts de la chaleur sur la santé maternelle et néonatale. J'aimerais ici passer pour introduire le Dr Kadjidatou et puis nous allons revenir à vous plus tard pendant la session des questions-réponses. Dr Kadjidatou Kadio, comme je l'ai dit, elle est de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Centre national de la recherche scientifique et technologique à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle va faire la présentation en français. Sur l'extrême chaleur, sur les impacts de l'extrême chaleur, la grossesse et bien-être des femmes et des nouveau-nés au Burkina. Elle va présenter en français, mais il y a une interprétation qui est disponible pour ceux qui veulent écouter pour anglais et portugais. Donc, Dr. Kadio, over to you. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon, oui. OK, d'accord. Merci tout le monde et merci à Dr Adélaïde pour sa présentation. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ces enjeux et elle a vraiment présenté un décor qui décrit vraiment les défis et les enjeux en lien avec la chaleur dans notre continent. Mais moi, je vais présenter une étude de cas que nous avons réalisée au Burkina Faso et sur l'extrême chaleur, la grossesse et le bien-être des femmes et des nouveau-nés. Et donc, mon plan s'articule autour de ces 4 points. Je vais présenter rapidement le contexte du Burkina Faso, présenter également les études de cas que nous avons faites, les résultats et enfin les leçons apprises. Pour situer le Burkina Faso, il s'agit d'un pays sahélien en Afrique de l'Ouest où c'est l'un des pays les plus chauds de la région, 22 millions d'habitants environ. Et les températures varient entre 25 degrés et 35, température moyenne, et les minimales pouvant aller 17 degrés Celsius en décembre et janvier, et le maximal autour de 40 et plus souvent en mars et en avril. Et du point de vue politique publique, le Burkina dispose d'une politique nationale d'adaptation au changement climatique qui a été adoptée en 2021, pilotée par le ministère de l'Environnement. Cependant, cette politique intègre de façon sommaire le secteur de la santé et s'intéresse plutôt aux actions de lutte contre la méningite et le palu. Et dans cette politique, rien n'est vraiment mentionné pour les catégories de population vulnérables telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés. Pourtant, dans la littérature, comme ma collègue vient de le présenter, ces personnes-là, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés, sont vraiment les personnes qui sont très vulnérables aux températures extrêmes. Et étant donné que nous sommes dans un contexte chaud au Burkina, nous avons voulu
analyser l'impact vraiment de ces températures fortes-là sur cette catégorie de population vulnérable que sont les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et donc, notre objectif, c'était vraiment de produire de la connaissance et ces connaissances-là vont informer les politiques publiques. Et on s'est fixé pour objectif d'analyser l'impact de l'exposition à la chaleur ambiante pendant la grossesse, l'accouchement et chez le nouveau-né aussi, non seulement en communauté, mais aussi dans les centres de santé. Et l'un des objectifs aussi était de, après avoir produit ces connaissances-là, de formuler une intervention et de la tester pour essayer de voir ce que ça peut donner. Donc, ce que je présente là, ce sont nos résultats et les leçons apprises de toute cette série de recherches que nous avons menées au Burkina Faso. Et donc, nous avons mené 3 types de recherches, des recherches quantitatives, des recherches qualitatives et aussi une recherche participative basée sur la mise en œuvre. Et les recherches quantitatives, c'était vraiment sur comment la chaleur affecte l'allaitement maternel. Et les recherches qualitatives, c'était pour explorer l'expérience et les perceptions des femmes et étudier l'impact sur l'utilisation des services de santé et également explorer les stratégies d'adaptation. Et donc, les approches participatives, elles, c'était pour pouvoir élaborer une intervention qui sera mise en œuvre puis évaluée. Et donc, on a mené toutes ces recherches avec une équipe vraiment interdisciplinaire constituée de personnes travaillant dans le domaine du changement climatique, des personnes dans le domaine de la santé publique, en épidémiologie et aussi des chercheurs en sciences sociales. Et nous avons travaillé non seulement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain pour essayer de contraster les résultats. Donc, comme premier résultat, je vais vous parler de ce qu'on a trouvé sur l'impact de la chaleur sur les femmes et pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement, la période postpartum. Et on s'est rendu compte que la chaleur extrême ambiante affecte énormément le bien-être des femmes sur 4 dimensions. Notamment, il y a des conséquences physiques. Elles sont très fatiguées, elles n'arrivent pas à se reposer ni à dormir et elles sont déshydratées. Elles ont des problèmes de peau et également, ça joue sur leur performance en termes d'activité. Et aussi, elles sont souvent incapables de se prendre en charge. Du point de vue social, les conséquences sociales, elles ont tendance souvent à s'isoler et il y a aussi une désharmonie au niveau familial qui est créée par les conséquences psychologiques, notamment une très forte irritabilité durant la période de la grossesse et pendant la période postpartum. Il y a le stress postpartum qui s'augmente beaucoup parce qu'elles sont inquiètes, elles sont anxieuses, parce que souvent, le bébé qui pleure beaucoup fait qu'elle n'arrive pas souvent à savoir qu'est-ce que le bébé a, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade, est-ce que c'est la chaleur qui fait que le bébé réagit comme ça. Donc, cette situation augmente beaucoup l'irritabilité et l'anxiété et le stress. Concernant les conséquences économiques, ces femmes-là, elles ne peuvent plus souvent exercer leurs activités quotidiennes, ce qui fait que certaines femmes qui ramènent des ressources à la maison sont incapables de le faire, ce qui peut réduire vraiment les avoirs des ménages. Sur le nouveau-né, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'éruptions cutanées, telles que la vidéo de ma collègue l'a montré, et on l'a constaté aussi au Burkina, que nos professionnels de santé appellent des bourbouilles. Ce sont des petites cloques qui apparaissent à la naissance, qui fait que souvent c'est difficile de prendre en charge le nouveau-né, lui donner son bain. Et aussi, la chaleur augmente aussi l'inconfort, beaucoup d'inconfort chez le bébé qui affecte l'allaitement et le sommeil. Quand bien même il demande beaucoup à téter, il n'arrive pas à tenir correctement le sein qui occasionne des pleurs parce qu'il ne peut pas dormir, il ne peut pas se concentrer sur l'allaitement. Et aussi, les nouveau-nés perdent du poids en temps de chaleur chaude. Ça, c'est ce qui a été constaté de façon empirique sur le terrain.
mais cela aussi pourrait s'expliquer par le fait que les résultats quantitatifs au Burkina ont montré que pendant les temps chauds, le temps d'allaitement du bébé diminue. Donc, on pourrait établir ce lien en disant que ça peut expliquer pourquoi les mamans ont constaté que les bébés perdaient du poids pendant ces périodes de chaleur. Pour ce qui est de l'environnement des établissements de santé, on a constaté que les chambres d'hospitalisation après l'accouchement, quand les femmes accouchent dans les maternités, sont vraiment très exiguës. Les fenêtres sont petites, ils ne favorisent pas une bonne aération. Ce qui veut dire que les installations ne sont pas vraiment adaptées à la condition de chaleur. Et cela s'accentue en plus en milieu rural et semi-urbain parce que dans ces zones-là, il n'y a pas d'électricité ni de plaques solaires pour pouvoir alimenter ces centres-là du point de vue ventilateur ou de la climatisation. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que la chaleur affectait énormément la relation entre les prestataires et les patients. Et les femmes perçoivent que quand elles comparent leur expérience d'utilisation des services de santé pendant les vagues de chaleur fortes et les périodes non chaudes, elles ont l'impression, la perception que la qualité des services offerts pendant ces périodes chaudes ne sont pas adéquates parce que la consultation est hâtive et précipitée et le sentiment que les prestataires ne prennent pas le temps de répondre à leurs besoins. Et elles expliquent cela par le fait qu'il fait très chaud dans les salles d'attente et qui sont mal ventilées. Et les enfants pleurent, beaucoup de transpiration, faisant en sorte que la pression augmente et que l'agent de santé a très vite envie de finir son travail et de pouvoir aller prendre de l'air à l'extérieur et créant des tensions dans les formations sanitaires. Et nous avons aussi dans nos résultats constaté que ce que les prestataires nous ont rapporté et ce que les femmes nous ont rapporté aussi, c'est que en temps de période chaude, les femmes ne respectaient pas vraiment leur rendez-vous de consultation prénatale et postnatale. Et les femmes expliquent cette situation par le fait qu'elles se réveillent souvent très tard parce que c'est au petit matin qu'elles arrivent à trouver le sommeil, surtout pendant la grossesse, parce que toute la nuit, il faisait très chaud. Étant donné qu'elles ont trouvé le sommeil au petit matin, elles vont essayer de rattraper le sommeil, alors que les consultations en formation sanitaire se passent très tôt le matin. Donc, si elles se réveillent tard, non seulement il y a le soleil et l'heure de la consultation est dépassée, donc elles ne peuvent plus se rendre. Donc, du coup, elles vont rater certaines consultations prénataux. Nos résultats empiriques ont également permis de mettre en lumière certaines croyances, et attitudes et pratiques en lien avec la chaleur. Par exemple, certaines stratégies d'adaptation à la chaleur ont des conséquences néfastes. Je prends un exemple. Par exemple, les femmes et d'autres membres de la communauté croient qu'en période d'extrême chaleur, le lait maternel, l'allaitement maternel exclusif ne pouvait pas étancher la soif du bébé. Donc, ça, c'est une croyance. Et avec cette croyance, donc, les mamans, elles donnent soit de l'eau, soit des tisanes à l'enfant parce qu'elles estiment que le lait maternel seul, il est gras en plus et donc, il ne peut pas étancher la soif du bébé. Donc, ce qui fait que pendant la période chaude, ce que nous avons constaté, c'est que l'allaitement maternel exclusif ne fonctionne pas. Il y a aussi certaines croyances qui font que les femmes s'hydratent très peu, même si elles sont conscientes que l'eau fraîche boire de l'eau permet d'étancher la soif. Il y a cette croyance qui dit que boire de l'eau fraîche pendant la grossesse entraîne la croissance accrue du fœtus qui peut occasionner un accouchement difficile, par exemple, voire par césarienne. Ce qui fait que les femmes, elles se réservent de boire de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, c'est-à-dire de l'eau glacée. Donc, ne pas boire de l'eau fraîche est synonyme de peut-être boire de l'eau à température ambiante. Et elles estiment que cette eau, souvent à température ambiante,
ne permet pas d'étancher efficacement la soif. Donc, elles boivent très peu. Et aussi, il y a une autre croyance qui dit que pendant la période postpartum, une femme qui boit de l'eau fraîche peut retarder son établissement. Donc, elle se préserve juste de boire de l'eau, et ce qui fait qu'il y a peu, elle s'hydrate moins. Donc, sur la base de tous ces résultats empiriques, nous avons décidé de co-développer une intervention avec toutes ces personnes qui ont participé à nos recherches, mais aussi avec les membres de la communauté et les professionnels de santé. Et l'objectif de l'intervention, c'est d'améliorer les connaissances des femmes autour des bonnes pratiques et des stratégies pour atténuer la chaleur et dans leur contexte. Et notre objectif spécifique était d'inciter les professionnels de santé à intégrer des messages sur la chaleur dans leur pratique quotidienne, dans leur pratique de routine. Et on se dit que s'ils intègrent ces messages dans leur pratique de routine en formation sanitaire, les femmes auront accès à ces messages et ça pourra les informer sur les bonnes attitudes à prendre. Donc, nous avons planifié une intervention qui a consisté d'abord à identifier les messages à faire passer. Et ces messages ont été identifiés sur la base des attitudes et pratiques en lien avec la chaleur. Évidemment, les attitudes et pratiques néfastes en lien avec la chaleur. Et nous avons également élaboré des outils de communication et nous avons également formé les professionnels de santé à pouvoir communiquer avec ces outils-là qui ont intégré les messages dans leurs activités de routine. Et l'intervention a été mise en œuvre pendant 8 mois en formation sanitaire et en communauté. Et les outils que nous avons développés, c'est notamment des boîtes à images. Nous avons fait des dessins qui montrent comment est-ce que les femmes en communauté peuvent se comporter pour pouvoir réduire l'impact de la chaleur sur les femmes et les enfants. Nous avons également élaboré des courtes vidéos qui ont été partagées via le canal WhatsApp en communauté dans les téléphones des personnes pour leur donner des conseils sur comment est-ce qu'elles peuvent se comporter en période chaude. Nous avons également diffusé ces courtes vidéos-là dans les écrans de télévision, dans les salles d'attente des dispensaires et des maternités. Évidemment, ça c'est en zone urbaine, puisque dans les zones rurales, il n'y avait pas cette possibilité. Tiens, j'ai encore combien de minutes? Est-ce que je peux montrer oui, vas-y. OK. Vas-y, nous avons encore un peu de temps, oui. Nous avons un peu de temps, OK. Oui, vous pouvez aller encore. OK, donc je vais partager les outils que nous avons développés. Vous voyez mon écran? Ah oui, c'est bon. OK. Donc, ça, c'est les outils que nous avons développés. En français, on appelle ça boîte à images. Et donc, voici, il s'agit des messages que les agents de santé peuvent utiliser en formation sanitaire pour informer les femmes sur les conséquences. Par exemple, ici, c'est les conséquences d'ajouter de l'eau et qui fait que l'allaitement maternel exclusif ne fonctionne pas. On essaie de dire aux femmes que non, il n'y a pas les recherches ont montré que le lait maternel seul suffit. Donc, elles peuvent continuer à donner le lait sans problème. Et donc, c'est toujours ce genre d'image pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif, même en temps de chaleur. Et également, nous avons fait des images comme ça pour dire que toutes sortes d'eau, les femmes en temps de chaleur peuvent boire, que ce soit de l'eau chaude, de l'eau fraîche ou de l'eau en température ambiante. Elles peuvent le boire, ça n'a pas d'impact sur le fœtus ni sur le rétablissement de la femme. Ces messages, c'était pour essayer de déconstruire les croyances qui disent que quand la femme boit de l'eau fraîche, de l'eau glacée,
pendant la grossesse, le fœtus va grossir, rendant difficile l'accouchement. Donc, ce sont ce genre d'outils que nous avons développés. Et voilà, dans le cadre de cette recherche et des vidéos, bien sûr. Le temps ne nous permet pas de présenter les vidéos, mais je l'ai mis dans les liens de la présentation que les gens pourront aller voir. Merci beaucoup, Khadijatou. Ouais, je vais présenter maintenant les leçons que nous avons apprises. C'est une slide et puis c'est bon. Ok, vas-y. Vous voyez ma présentation? Oui, vous pouvez le mettre en mode présentation, c'est bon, oui. Ok, c'est bon. Donc, les leçons que nous avons apprises de tout ce processus, c'est que les femmes enceintes en période postpartum ont une faible conscience des risques sanitaires en lien avec l'exposition à la chaleur. Parce que nous sommes dans un contexte très chaud et donc pour ces femmes-là, c'est normal. Mais les risques sanitaires sur elles, le fœtus et le nouveau-né, souvent, elles voient des manifestations, mais la prise de conscience n'est pas vraiment bien intégrée. Et on s'est rendu compte aussi que les professionnels de santé n'avaient pas non plus une grande conscience de ces risques-là. Parce que ce n'est pas intégré dans les politiques, ce n'est pas intégré dans le cursus de formation sanitaire. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il y a vraiment une nécessité de mettre en place une stratégie pour adapter le système de santé au changement climatique, notamment en élaborant des programmes et des politiques. Cela pourrait être, par exemple, renforcer la formation continue et réviser les curricula de formation initiale des professionnels de santé pour améliorer leurs connaissances et leurs pratiques, mais aussi renforcer la communication des agents de santé, renforcer leur capacité à pouvoir communiquer facilement avec les femmes sur les bonnes pratiques et les gestions des risques liés à la chaleur, mais aussi intégrer la sensibilisation sur les stratégies d'adaptation dans les soins de santé primaire. Bien sûr, on se dit que ce sont des pistes qui pourront renforcer la résilience du système de santé à ces défis de changement climatique qui ne vont pas, qui ne vont que de façon crescendo dans le monde. Donc, c'est l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons exécuté toutes ces recherches au Burkina. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kadjo, pour cette très belle présentation, pleine vraiment d'exemples et en tout cas, merci, je disais, Dr. Kadjo, pour cette très, très belle présentation, vraiment avec beaucoup d'exemples et le partage aussi d'expériences au niveau local et au niveau urbain et au niveau rural au Burkina. C'est une très belle étude, je pense, qui donne beaucoup d'informations, surtout aux personnels de santé qui sont en ligne ici avec nous. Je pense qu'il y a tellement d'exemples sur tous les outils que vous partagez avec nous. Et je pense qu'il y a certains qui disent qu'il y a les barrières de langue qui sont toujours là parce que je pense que l'interprétation en anglais, ça n'a pas marché. We are very sorry for you. Some are saying that the English translation is not working. We are very sorry for that. But we'll share all the materials. Il y en a certains qui ont dit qu'ils ne parvenaient pas à suivre l'interprétation en anglais. Ils semblaient avoir des problèmes de connexion, mais nous allons vous partager les documents ainsi que l'enregistrement de cette session. Alors, je pense que maintenant, nous pouvons passer à la session des questions et réponses, parce que j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Si vous avez des questions à présenter aux oratrices, vous pouvez les mettre dans votre chat. Alors, nous avons certaines questions pour le docteur Adeline.
Il y a aussi 5 questions pour Dr. Kadio. Je vais commencer par les questions pour Dr. Adeline. Première question, je crois, vient de Stéphane. Désolé si je ne prononce pas bien votre nom, veuillez me pardonner pour cela. Qu'est-ce qui explique la variabilité de température dans les différentes régions de l'Afrique? Deuxième question vient de Ganao Tewocho, je crois, qui dit comment est-ce qu'on mesure la chaleur comme un facteur de risque pour la morbidité et la mortalité dans les centres de santé ou les établissements de santé. Je vais peut-être vous donner 5 questions, donc vous pouvez essayer d'y répondre, ou peut-être vous pouvez prendre des notes, comme ça vous pouvez avoir une autre salve de questions. J'espère que vous avez saisi les questions que j'ai déjà lues pour vous. Docteur Adeline, ou bien j'ai besoin de répéter? Oui, j'ai compris la question sur la mesure de la chaleur dans les établissements de santé et puis la mesure de la chaleur qui augmente dans les différentes régions de l'Afrique. OK. Comment est-ce qu'on peut renforcer nos systèmes de santé pour qu'ils soient capables de prendre soin de plus d'enfants? Ensuite, y a-t-il une corrélation entre le stress lié à la chaleur et des stratégies d'atténuation en Afrique? Et quelles leçons pouvons-nous apprendre par rapport à la résilience et l'adaptation aux conditions de chaleur extrêmes? Peut-être que vous pouvez répondre à ces questions-là et puis on passera à d'autres. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui concerne le seuil de la chaleur. Alors, moi, je suis dans les sciences sociales, je ne suis pas dans la météorologie, mais je vais essayer de répondre selon ce que j'ai compris. Quand nous parlons du stress lié à la chaleur et du seuil de chaleur, par exemple, et on prend plusieurs mesures. Par exemple, si vous travaillez dans un environnement qui a 28 ou 30 degrés pendant une longue période de temps, on considère que vous êtes dans la limite supérieure. Donc, si par exemple vous travaillez en un lieu qui a 28 à 30 degrés, c'est un certain niveau supérieur d'exposition à la chaleur. Vous devriez être en dessous de 28 degrés centigrades. Alors, l'exposition, on la calcule sur une période de combien de jours vous avez passé avec cette même chaleur-là. Et ça vous permet aussi de faire les calculs dans une certaine région et de déterminer l'exposition. Vous avez connu cette chaleur pendant combien de temps? Alors, la question sur la température et dans les établissements de santé, bien sûr, la question du changement climatique dans plusieurs secteurs de formation à la santé est encore nouveau. Il y a une étude qui a été faite qui montre comment mesurer les températures dans les établissements de santé afin de voir quelles sont les températures les plus intenses dans les centres de santé à l'intérieur des établissements et à l'extérieur. Et donc, c'est là que on peut voir comment déterminer le niveau d'exposition à la chaleur dans les centres de santé. Donc, il y a même des études que nous sommes en train de faire maintenant pour avoir des informations plus précises. L'autre question, quelles sont les stratégies d'atténuation? Alors, il y a encore des recherches qui sont en cours. Bien sûr, il y a le manque de financement pour les recherches, parce qu'il y a déjà des recherches qui sont en cours, mais ce n'est pas encore suffisant. Le niveau de financement n'est pas encore suffisant. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous n'avons pas suffisamment de données. Ça, c'est la vérité. On n'a pas assez de données sur le continent. Et ça pourrait vraiment nous aider, si on avait des données, de mieux informer nos activités par rapport à la chaleur, aux médicaments appropriés. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce sujet. Merci beaucoup, Adeline. Je pense qu'il
Il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées. Si je peux ajouter 2 questions pour vous avant que je ne passe à Dr. Kadio. Je pense qu'on a encore 25 minutes, ne vous en faites pas, avant que nous puissions faire le sondage. Donc, on peut répondre à quelques questions. Alors, Raquel Guidi demande, est-ce qu'il y a des mesures d'urgence pour les vagues de chaleur extrêmes pour épargner de l'eau, surtout pour les femmes enceintes et pour les nouveau-nés et les petits-enfants? Quand on regarde, est-ce que le nombre élevé de décès des mères peut être lié au changement climatique? Dans une région du Sénégal, on a remarqué cela en mars, avril, mai, juin et septembre. Je pense que vous pouvez peut-être répondre à cette première question. Parce qu'elle a donné ces exemples qui viennent du Sénégal. L'autre question que je peux peut-être poser avant que vous parliez à Dr. Khadija, quelles sont les interventions mises en place et quel était le contenu de l'engagement? La première question, je ne l'ai pas bien saisie, mais je peux prendre la deuxième. On demande si la mortalité maternelle peut être liée à la chaleur extrême. Oui, à partir des statistiques que j'ai regardées, il y a des statistiques qui ont été rassemblées. On a montré, par exemple, en Afrique du Sud, au Kenya, en Afrique, dans plusieurs régions de l'Afrique, un observatoire basé en Angleterre a collecté ces preuves qui montrent que la chaleur a un impact sur la mortalité maternelle. Et à partir de la vidéo que j'ai présentée, il n'y a pas que cela, mais il y a aussi une étude sur laquelle nous travaillons. Mais par rapport aux données ethnographiques, nous avons rapporté que quand il fait très chaud, il y a davantage de décès. Donc, parfois même, quand il y a trop de chaleur, prendre des bains avec de l'eau à une bonne température, c'est difficile. Donc, les communautés étudiées montrent, même si on n'a pas encore fait des mesures scientifiques, mais on peut établir un lien entre les deux. Comment il y a une augmentation des décès maternels ou de mortalité maternelle quand il y a une augmentation de chaleur sensible. Merci, docteur, pour votre réponse. Je vais peut-être présenter des questions pour le docteur Kadio. Nous avons quelques questions. La première, c'est... Je vais vous poser les questions en français. Donc vous I'll say them in... Je vais les dire en français. Et vous pouvez répondre en français. Il y aura la traduction en anglais. Par le continent africain pour atténuer les maladies liées à la chaleur. Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est après des recherches révélant l'impact des chaleurs extrêmes sur la santé maternelle et infantile, que peut-on faire pour que les mères s'adaptent aux chaleurs extrêmes? Je voulais répondre à ces 2 questions et après je vous pose d'autres questions. OK. Pour ces 2 questions, la première question, qu'est-ce que le continent peut faire? De mon point de vue, c'est ce que nous essayons de faire actuellement. C'est non seulement produire des connaissances, des données empiriques qui montrent vraiment que c'est réel et qui montrent vraiment l'impact de ces chaleurs extrêmes-là sur les populations vulnérables. Parce que ce qui est visible actuellement, c'est les inondations hautes. Ce qui n'est pas visible, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, produire les connaissances et avec ces connaissances-là, ce que les gouvernements peuvent faire, c'est vraiment d'élaborer des politiques d'adaptation au changement climatique. Non seulement le système de santé, les installations, par exemple, construire pour les futures installations des centres de santé, utiliser des matériaux adaptés, travailler avec les architectes pour pouvoir... comment dirais-je, utiliser des matériaux, mais aussi des modèles adaptés qui facilitent la circulation de l'air et tout, mais aussi communiquer énormément
dans la perspective d'un changement de comportement pour déconstruire les idées reçues sur la chaleur. Ces idées reçues, par exemple, qui dit que boire de l'eau chaude peut faire grossir le fœtus, ou les idées reçues sur l'allaitement maternel exclusif et tout, c'est de pouvoir élaborer des stratégies qui peuvent aider à atténuer cela. Maintenant, la seconde question, c'est quoi encore? Quels sont les... La seconde question, c'est quels sont les... Ah oui, c'est... Que peut-on faire pour que les mères s'adaptent aux chaleurs extrêmes? Ouais, j'avais commencé à répondre à ce qu'on peut faire, Ouais. c'est de mettre l'accent sur la communication. De mettre vraiment l'accent sur la communication pour le changement de comportement, mais aussi travailler sur l'environnement. Travailler sur l'environnement, planter des arbres et construire avec des matériaux adaptés, mais beaucoup sur la communication pour le changement de comportement, pour qu'elles prennent conscience que c'est un problème, mais qu'elles puissent avoir des leviers d'action sur comment est-ce qu'elles peuvent le faire. Parce que même si elles le savent, certainement qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'elles peuvent se comporter. Donc, mettre l'accent sur les comportements efficaces à adopter. Et bien sûr, des comportements qui ont été prouvés efficaces par la recherche. Et donc, les recherches là sont en cours. Et on se dit que dans les prochaines années, on pourra avoir des stratégies efficaces de communication pour cela. Je pense que, voilà, il y a aussi une question de Aminata Traoré qui demande que comment l'offre de services peut être adaptée pendant les périodes d'extrême chaleur. Et la question que je trouve très importante, c'est que elle veut voir si vous avez observé des différences dans l'impact des vagues de chaleur entre les zones urbaines et rurales, étant donné que vous avez fait vos études de cas dans la zone urbaine et la zone rurale. Est-ce que vous avez observé des différences dans l'impact des vagues de chaleur? En termes de différence, ce qu'on a observé, c'est que les installations en milieu urbain sont souvent un peu quand même plus agréables qu'en milieu rural, parce que surtout les salles d'accouchement, dans nos sites de recherche, je ne dis pas que c'est de façon générale, mais dans nos sites de recherche, ce qu'on a observé, c'est que les salles d'accouchement, il y a de la climatisation. Donc, cette climatisation fait que c'est plus agréable, contrairement en milieu urbain, où même si en milieu urbain, la densité des maisons fait que, entre griffes, on se dit que l'air peut circuler, mais les salles sont exiguës, avec des petites fenêtres, les installations en milieu rural. Et il y a manque de ventilateurs qui tournent, et qui fait que l'air ne circule pas forcément, et donc les femmes estimaient qu'elles suffoquaient plus dans ce contexte-là. Contrairement à milieu urbain, dans nos sites où nous avons étudié, il y avait de la climatisation dans les salles d'accouchement et de la ventilation dans les salles, voilà, là où la maman va se reposer avec son bébé, les suites de couches. Voilà, il y avait de la ventilation. Donc, c'est les différences qu'on a observées et qui atténuent un peu la chaleur en formation sanitaire. Mais, comment je vais dire, dans les familles, dans les ménages, il fait encore plus chaud en milieu urbain parce que les installations ne sont pas, les maisons sont en tôle en milieu urbain et la densité des logements très denses faisait que la circulation de l'air n'est pas évidente et donc ça augmentait aussi l'effet de la chaleur ressentie en milieu urbain. OK, merci beaucoup Hadijatou pour ces réponses. Let me just ask few more questions to Dr. J'aimerais poser deux autres questions à Dr. Lusambili. Question de nos participants. Il y avait une question qui concernait les interventions de sensibilisation
Quel est le contenu des activités de sensibilisation jusque-là? J'aimerais ajouter une autre question. And there was another question also. Il y avait une autre question. Où est l'équilibre entre les soins de santé de qualité aux groupes vulnérables, quand on pense aussi aux infrastructures qui ne sont pas résilientes par rapport au changement climatique, et aussi penser aux professionnels de la santé dont la santé mentale aussi peut être affectée par les mêmes réalités. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais essayer de répondre à la première question. Oui, à la deuxième question. Alors, nos interventions étaient des interventions pour avoir une approche de manière à mobiliser les communautés afin qu'elles puissent assister les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher, et aussi améliorer la connaissance, sensibiliser davantage les communautés sur les réalités de la chaleur extrême, et aussi encourager les communautés à abandonner certaines pratiques culturelles qui ne sont pas bonnes, qui sont nocives pour les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher, et qui vont mettre en danger les femmes pendant les périodes de chaleur, où nous avons fait des recherches, nous avons découvert qu'il y a certaines conceptions culturelles nocives où on fait que pendant la grossesse, même s'il y a de grandes chaleurs, la mère enceinte doit être couverte avec beaucoup de couverture, parfois aussi l'enfant quand il est nouveau-né. Donc, il y a certains comportements qui mettent en danger les enfants, et puis c'est certaines pratiques socioculturelles pour lesquelles on voulait voir des changements. Par exemple, dans une communauté où nous avons fait des études, où ils pensaient que si elle buvait de l'eau chaude pendant la grossesse, l'enfant allait mourir, ou que l'enfant allait grossir anormalement dans le ventre. Donc, ce sont des croyances dans certaines communautés. Et donc, il faut changer ces croyances, mais aussi on voulait changer les pratiques par rapport au travail physique qui est donné aux femmes enceintes pendant qu'elles sont encore en train de porter leur enfant dans leur sein. Donc, je vais leur faire comprendre que surtout lorsque la date d'accouchement se rapproche, il ne faut plus lui donner des travaux lourds ou durs. Donc, il y a plusieurs changements de comportement qui doivent être opérés. Nous avons fait une évaluation après 3 ou 4 mois. C'était une intervention principale. Mais nous avons fait cela il y a un peu plus d'une année. Et nous sommes encore en train de chercher des financements pour mettre en application ce que nous avons trouvé comme solution. Mais c'est essentiellement le changement de comportement. Et puis, la question sur la qualité des services de santé, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette question-là. La deuxième question, c'était... Je ne pense pas avoir bien compris la deuxième question. Il y a une question, on demandait... on demandait ceci. Il doit y avoir un équilibre entre donner des soins de santé de qualité aux groupes vulnérables pendant les périodes de vagues de chaleur et les infrastructures qui sont résilientes à ces chaleurs. Mais aussi, il faut s'occuper des professionnels de la santé qui sont mentalement vulnérables pendant ces périodes de chaleur, où ils s'occupent des personnes vulnérables. Laissez-moi juste essayer d'expliquer, selon ce que j'ai compris de la question. Donc, on dit qu'il y a un double fardeau qui risque de créer un déséquilibre dans le système de santé, où on se concentre tellement sur les groupes vulnérables, mais on oublie les infirmiers et tous les autres professionnels de la santé. Oui, c'est vrai. Ce que nous proposons, ça doit concerner les deux, parce que les effets des chaleurs extrêmes
se font ressentir aussi bien sur, par exemple, les mères et les enfants que sur les professionnels de la santé, mais on doit collecter davantage de preuves pour soutenir cela. Merci beaucoup. Merci, Adeline, pour votre réponse. On peut peut-être prendre une ou deux autres questions pour le docteur Kadio. Il y a une question qui demande, est-ce qu'il y a aussi la sensibilisation pour les pollueurs qui sont à la base de cette catastrophe en Afrique et quelle est leur solution dans ce problème? Il y a aussi une autre question. Pouvons-nous redouter ou craindre une désertification de l'Afrique à cause de ces excès de chaleur? Et comment le déploiement peut-il contribuer directement à réduire les risques sanitaires liés à la chaleur? Le déploiement de capteurs de chaleur peut-il contribuer directement à réduire les risques de chaleur, de risques sanitaires liés à la chaleur? C'est bon, vous avez compris les questions? Bon, oui, je pense que j'ai compris. Pour la question concernant le déploiement des capteurs de chaleur, je pense que c'est certainement au niveau de la météorologie, c'est ça? Qui captent les informations sur la chaleur et ensuite qui vont peut-être faire passer l'information en se disant qu'il va faire chaud dans les jours à venir et qu'il faut prendre des mesures adéquates. Je pense que ça pourrait aider, mais tout dépend vraiment du contexte. Tout dépend du contexte parce que ces informations météorologiques, en milieu urbain, ça peut être accessible à un bon nombre de personnes, mais en milieu urbain et rural, c'est assez difficile. Donc, il faut vraiment repenser donc, je ne peux pas dire oui ou non, mais je pourrais dire que ça pourrait contribuer, mais ça dépend du contexte. Pour ce qui concerne notre problématique sur les formations sanitaires, les installations des centres de santé, ce qui est vraiment important aussi que je pourrais ajouter, c'est dans un futur proche, c'est peut-être de repenser comment est-ce qu'il faut construire les installations. Voilà, adapter l'architecture et les infrastructures pour que y a des matériaux aussi locaux que les architectes locaux proposent pour les constructions, des matériaux qui absorbent moins la chaleur et qui fait que même sans ventilateur ou ni sans électricité, bon, on peut y rester sans vraiment ressentir la chaleur. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à penser, à intégrer dans nos stratégies, mais aussi planter beaucoup d'arbres, c'est-à-dire la reforestation, planter des arbres dans nos domiciles, dans les formations sanitaires, partout et partout. On espère que ça pour cela pourra vraiment aider à atténuer l'effet de ces grandes vagues de chaleur. De façon globale, c'est ce que je pourrais dire par rapport à nos expériences et nos recherches que nous avons menées dans notre Okay. Yes, I think we still have 7 minutes. Let me maybe ask one more. Nous avons encore 7 minutes. J'aimerais poser une question à chacune d'entre vous. Ça va? Ça vous arrange? So we can use maybe 5 last minutes to talk about Donc, the on peut peut-être evaluation. utiliser les dernières minutes pour parler de l'évaluation. Une question à chacune d'entre vous. Ça vous arrange? Oui, allez-y. Je vais continuer avec Dr. Kadio. La sensibilisation pour les pollueurs quand même, qui sont à la base de souvent des catastrophes en Afrique sur les missions. Est-ce que vous avez fait des sensibilisations en dehors seulement du personnel de santé à d'autres secteurs, d'autres gens ou d'autres secteurs que vous pensez aussi c'est des secteurs pollueurs?
même si on sait que l'Afrique ne contribue même pas beaucoup vraiment. Donc, les fonds de gaz à effet de serre, quoi. Oui. Dans notre stratégie, c'est-à-dire nous avons impliqué le niveau stratégique. C'est-à-dire avant même d'aller au niveau communautaire et au niveau formation sanitaire, nous avons impliqué le niveau stratégique au Burkina, c'est-à-dire des acteurs du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, des services météorologiques, les ONG qui travaillent dans le domaine du changement climatique, mais aussi les journalistes, les communicateurs qui travaillent. Donc, nous avons travaillé avec cet ensemble d'acteurs autour même de comment est-ce qu'on va co-construire l'intervention, de leur présenter nos résultats et ensemble, on a discuté selon eux, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, comment on peut co-construire une intervention. Donc, ça, c'était au niveau stratégique. Donc, après le niveau stratégique, on a travaillé au niveau communautaire, mais aussi avec le niveau intermédiaire, avec le système de santé. Donc, c'est l'ensemble des résultats qu'on a tirés de toutes ces catégories d'acteurs qui nous a permis de développer l'intervention qui visait, pour le moment, à informer. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas vraiment conscience du risque. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment avec le peu de ressources qu'on a dans le cadre de notre recherche? Donc, c'est déjà d'informer pour qu'on sache que c'est un problème et comment est-ce que les femmes peuvent, quels sont les comportements et les attitudes qu'elles peuvent adopter en communauté comme stratégie d'adaptation. En attendant de pouvoir pousser la réflexion plus loin. Parce qu'on sait que communiquer, c'est bien pour le changement de comportement, mais on ne peut pas changer le comportement du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas possible. Mais déjà, on s'est dit que en élaborant des outils pour former les professionnels de santé, pour qu'ils puissent avoir cela en tête, que c'est un problème, et dès qu'ils sont en contact avec une femme, qu'ils puissent leur dire, ah, vous êtes enceinte, est-ce que vous vous hydratez régulièrement? Est-ce que vous savez que cela peut avoir un problème sur votre fœtus? Donc, il faut vous hydrater et dire à la femme, tu peux boire de l'eau chaude, tu peux boire de l'eau fraîche, tu peux tout boire, ça ne fera pas grossir ton fœtus, par exemple. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on a essayé d'introduire en formation sanitaire dans ces deux sites de recherche-là, en se disant qu'on pourra aller à l'échelle plus tard dans le cadre d'une politique nationale globale qui intègre cela dans la stratégie nationale de politique publique. Parce que tant que ce n'est pas intégré dans la stratégie nationale de politique, il n'y aura pas de changement. Donc, il faut qu'on l'intègre à ce niveau et qu'on puisse revisiter les curricula de formation des professionnels de santé pour qu'ils puissent savoir que c'est un problème et ça deviendra automatique. Ils vont communiquer régulièrement avec les femmes. Donc, c'est ça vraiment notre... Voilà, beaucoup, Dr. Kadio. Merci vraiment pour cette réponse quand même. Let me move to Dr. Lusambili. Je passe au Dr. Lusambili. Quelle approche locale à ce niveau peut être utilisée au niveau des communautés pour combattre les températures extrêmes? Je pense que c'est votre dernière question. Alors, je pense que c'est une question assez générale. Les messages peuvent être segmentés à différentes strates de la population, à différentes étapes. On peut avoir des messages pour les groupes les plus vulnérables, les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'enfanter, comme vous l'avez vu dans notre vidéo, des messages à propos des mesures préventives et aussi les avertir des comportements nocifs disséminés. Et nous avons aussi des messages sur les alertes précoces et quelles mesures prendre au niveau des communautés. Nous avons des messages aussi sur l'environnement parce que c'est un gros problème. Donc, c'est parce qu'on sait maintenant que ce sont les femmes qui sont les premières victimes, ou en tout cas parmi les plus grandes victimes de ces conséquences ou de cet impact de chaleur extrême. Donc, il y a beaucoup de messages qui peuvent être communiqués ou transmis dans les communautés. Certains peuvent concerner la façon dont il faut prendre soin de notre environnement,
Il y a vraiment beaucoup de messages qui peuvent être utilisés. Merci beaucoup, Dr. Lusambili. Je pense que nous sommes à la fin de cette session. Et merci à Dr. Kadio pour votre présentation très importante et qui nous a vraiment ouvert les yeux. J'aimerais juste passer à l'autre partie de la session. J'aimerais demander aux participants d'utiliser le lien qui est dans les chats pour pouvoir accéder au sondage, ou bien vous pouvez utiliser le code QR pour répondre aux questions du sondage. N'oubliez pas de faire cela, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment, vous tous. Je pense que le lien est partagé maintenant dans les chats. Donc, s'il vous plaît, participez à ce sondage et répondez aux questions. Et merci énormément à vous tous. Merci aussi, mesdames, de nous avoir rejoints. Merci, Dr. Adeline. Merci, Dr. Kadidiatou. Au revoir à tout le monde.